Mais il est parfois arrivé que la séance reprenne, une fois les yeux refermés. Il ne s'agit pas de rêves lucides comme dans l'état de somnolence. Non seulement je ne suis pas endormi, à supposer que je puisse certifier ma propre veille, bien sûr, mais je n'ai en outre aucune influence, ni même aucune liberté d'action ou de parole au cours de la séance. Je n'y participe pas, je ne suis qu'un témoin. Au contraire du rêve dirigé que je peux auto-susciter et orienter, ces visions se posent comme des anomalies, la résultante d'un canal capté par erreur, comme une télévision allumée par un voisin dans ma tête. Or, si je cherche spontanément à faire venir ces visions, elles se dérobent automatiquement à ma volonté. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur la télécommande. Elles ne veulent pas m'appartenir en propre, en me maintenant à distance, et elles se refusent à se conformer à mes synopsis. Elles ne dépendent pas d'un passé que je peux authentifier comme le mien ou celui d'un proche. Elles me semblent évidemment se dérouler au moment même où je les perçois, mais l'impression de la lumière diurne vient malgré tout contredire mon sentiment de simultanéité. Les gens que je vois parlent le français et semblent se trouver en France. Il n'y a pas de décalage horaire, plutôt une émission en différé. Je parlerai alors de coprésence des visions. Si l'on accepte l'ennui caractérisé qui sourd de la majorité des scènes que je visite, ennui qui seul me fonde à me questionner pourquoi soudainement imaginer ces choses, quand mes rêves du sommeil sont tous insolites, aventureux, mouvementés, érotiques, colorés. Eh bien, je trouve ce phénomène passionnant. Un rêve zéro, situé en dessous du somme, à un degré inconnu du film de ma réalité. Et je me dois d'être franc, cela ne m'a jamais inquiété. Simplement, au vrai, sans Philippe Cadic, je n'aurais certainement jamais rendu aucun rapport de ces expériences à qui que ce soit. Précisément parce que, comme Philippe Cadic, je ne connais personne à qui cela soit arrivé. Pourtant, je sais bien que je ne suis pas le seul. Je suis convaincu que c'est très courant, nous sommes tous des schizophrènes. À ce moment-là, on commence à se poser des questions. C'est un exemple hypothétique. Quand il rédige les clans de la Lune Alphane, Philippe Cadic est un homme malheureux. Si le prix Hugo, obtenu un an plus tôt pour son chef-d'œuvre, Le Maître du Haut-Château, a incontestablement tenu compte de ce que sa croissance artistique éclatait tous les diagrammes et chahutait la perception usuelle que l'on pouvait avoir d'un livre de science-fiction, la reconnaissance publique, comme la rentabilité de plus d'une décennie de publication, demeure bien terne et très insuffisante à compenser la sensation de tirer sur la corde pour nourrir une famille de 4 enfants et la frustration de voir son épouse gagner autant, sinon plus que lui. Nous sommes au début des années 60. Ce troisième mariage bat de l'aile. Il dit s'y sentir brimé et humilié, mortifié. Il se plaint en permanence, se prend pour le souffre-douleur de sa femme, qui lui arrive un jour pourtant de frapper. Un roman refusé et quelques violences conjugales plus tard, que reste-t-il de Dick? De l'homme plus grand-chose, mais l'écrivain a un plan pour le sauver. De la même façon qu'il avait prophétisé certaines scènes de ménage dans ses ouvrages précédents, de la même façon que son avenir lui aura paru rétrospectivement annoncé par telle ou telle situation dépeinte à la page tant du chapitre X, Dick prend conscience, au-delà de ses effets sur le lecteur, de la puissance qu'exerce la littérature sur celui-là même qui l'écrit. Que peut un livre? L'outil principal pour manipuler la réalité est la manipulation des mots. Si vous pouvez contrôler le sens des mots, vous pouvez contrôler les gens qui les utilisent. Je crois que, comme dans les livres, la réalité n'est jamais qu'une bulle de savon, en tout cas malléable comme de la pâte à modeler. Dans l'univers à l'intérieur duquel évoluent mes personnages, certains d'entre eux passent la main de l'autre côté d'un mur et découvrent qu'ils vivent dans un tout autre siècle. J'ai souvent le sentiment, et ça se voit dans mes livres, que tout ça n'est qu'un décor de théâtre. Manipulateur? Ça oui, Dick l'était. Tout un chacun dans son entourage l'a constamment attesté, avec plus de sourire dans la voix et dans le cœur que d'hostilité et de rancune. Famille et amis, les mieux placés pour le connaître, mais peut-être trop impliqués, trop le nez sur son guidon à lui pour convenablement le jauger, voyaient en lui le bienfaiteur torturé. Un homme qui savait rire et semblait parcouru d'un immense amour pour les autres.
mais elle pouvait brusquement leur prêter devant témoins des propos et des intentions qu'ils n'avaient pour ainsi dire pu avoir, leur promettre l'irréalisable pour en contrepartie exiger des démarches qu'ils n'auraient décemment jamais exécutées de plein gré, ou leur reprocher des choses qu'ils ne pouvaient même comprendre. Son magnifique et point assez regretté confrère Thomas Disch se dit de lui, et ce dès leur première rencontre, que cet expert en canular, ce pro de l'intox, qui avait fait un métier d'entretenir des croyances chez les autres, œuvrant à systématiser tout ce qu'il imagine, le subjuguait, littéralement. Disch ne livre-t-il pas ici la définition même de l'écrivain? Un écrivain dont les idées vivantes, singulièrement vivantes, affectaient un peu trop le réel de ses proches. Bon temporel. Dans sa préparation de la conférence de Metz, enregistrée chez lui sur un dictaphone le 17 septembre 1977 pour répéter son intervention, Dick assure que littéralement les idées sont vivantes. Quelques mois plus tard, en février 1978, il consigne dans le folder 28 de son exégèse « Les pensées sont ontologiquement réelles et non de simples descriptions verbales d'une réalité matérielle, elles sont l'ordre définitif de la réalité. » Attention à ce que vous écrivez, ça pourrait devenir vrai, avance quant à lui Grant Morrison, dans Les Invisibles, son œuvre la plus malaxée d'influence dickienne. Le plus sérieusement du monde, Morrison scénarise ses bandes dessinées pour qu'elles aient lieu dans sa vie, pour que ce qui arrive au personnage qui le représente lui se transpose à l'échelle des possibles sur ce plan d'existence. Ce n'est pas sans danger, mais sa foi en son art lui donne raison. Morrison éprouve le rêve qu'il a stylisé. De même avant lui, Philip K. Dick, ayant pleinement saisi les enjeux réels de la littérature en tirant parti de sa théorie des pensées vivantes et activables, n'eut plus qu'à se mettre consciemment en scène dans ses propres livres, en souhaitant que sa vie en soit substantiellement modifiée et améliorée. Qui est Dick dans ses romans? Ma mère m'a dit une fois: Phil, tu es mauvais, tu es pourri, tu ne devrais pas être ce que tu es. Tout ce que je pensais était automatiquement mal. Jouer les fragiles et accuser un tiers, puis se faire passer pour fou, ou poète, ou malade, en tous les cas autre, à seule fin d'expliquer et faire accepter par avance frasques et lubies, incohérence des paroles ou inconstance des actes, est hélas une maladie pompée par les mœurs de nos contemporains, au point d'en être devenu invisible. Vouloir cependant déceler en Philip K. Dick un pervers narcissique est une tentation aussi vaine qu'épuisante. Nombreux sont les psychiatres à s'être cassé la tête et les dents face à ce génie tantôt accusé d'être un odieux simulateur, tantôt diagnostiqué comme un authentique paranoïaque, tantôt soigné comme un hypocondriaque ou considéré comme un toxicomane, un blagueur, un écrivain, testant ses idées sur un public complaisant. Peut-être incubait-il toutes ces facettes à la fois, tour à tour ou en même temps. On vous dit, il ne faut pas changer la société, il faut vous changer vous-même. Et je ne sais pas ce qu'il faut changer. D'abord soi-même. Faut-il se changer soi-même pour pouvoir changer le monde? Je pense qu'il faut faire les deux. Changer les choses intérieures et les choses extérieures, les deux. Les gens devraient faire ce qu'ils ont envie de faire, jusqu'à ce qu'on leur donne une raison vraiment bonne de ne pas le faire. J'ai discouru un jour, à Vancouver, sur la différence entre l'être humain véritable et la machine à réflexe. J'ai employé l'expression « une personne aux yeux de lézard ». On regarde ces gens et ils ne sont pas réels. Leurs yeux sont morts, leur regard est vide. Marx a très bien exprimé cela en parlant de la bourgeoisie. Il disait « Vous êtes la bourgeoisie, ce n'est pas un cœur qui bat dans votre poitrine, mais une horloge. » La première fois que j'ai lu cela dans Marx, cela m'a vraiment indigné parce que je pensais qu'il chosifiait les êtres humains. Vous êtes membre d'une classe qui est mon ennemi et par conséquent, je ne vous traiterai pas comme un être humain. Un peu comme les nazis ne considéraient pas les juifs comme des êtres humains. Mais je ne crois pas que c'est ce que Marx voulait dire. Je pensais alors que l'on ne doit jamais chosifier les gens. Et c'est la première chose que l'on fait quand on polémique. On chosifie ses adversaires, volontairement.
D'accord, c'est une question morale, on doit toujours traiter les gens comme des êtres humains, mais il y a aussi une question épistémologique. Est-ce que tout le monde est véritablement humain? Il y a des gens qui n'ont pas été chosifiés, ni par vous, ni par moi, mais qui se sont chosifiés eux-mêmes, ou qui ont été chosifiés par quelque chose d'autre, la drogue, une idéologie, une insuffisance hormonale au niveau du cerveau. Quoi qu'il en soit, ils sont devenus des objets, et nous ne pouvons pas les rendre humains simplement parce qu'on les considère comme tels. Pas plus qu'en regardant une poupée et en lui parlant, on ne peut la transformer en une créature vivante. Au Moyen-Âge, on croyait à la génération spontanée, et il y a un type qui est venu et qui a dit « Non, il y a toujours des relations de cause à effet, tout a une cause. » Et parfois, j'ai l'impression que cela n'est pas vrai. Je pourrais jurer qu'il y a des choses qui naissent de rien, du moins en termes de comportement humain. J'ai l'impression suivante, et de plus en plus, lorsque je considère le problème de la réalité des gens, les gens font des choses qu'il leur est impossible de faire. Comme par exemple, quelqu'un dans un état totalitaire, quelqu'un qui a été démoli, réduit à l'état de machine à réflexe, dont l'esprit est prisonnier, sous contrôle, comme les androïdes dont je parlais dans mon discours de Vancouver. Et c'est ce qui m'obsédait quand j'ai parlé là-bas. Je pensais que cela était